Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie du coin lecture d'avril où nous revenons sur mes lectures de mars. Nous avons déjà fait deux coins lecture, nous attaquons le troisième avec, donc cette fois-ci nous avons deux romans et contrairement à d'habitude, je ne vous les ai pas annoncés la semaine dernière, désolé. Erreur de ma part, je remonte un peu mes notes de lecture que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo et dans laquelle je surligne les points importants qu'il faut que j'évoque, puisque nous allons parler d'un livre paru en 2022 qui est un livre de viewer, ou plus précisément de vieweuse, puisqu'il s'agit de Zaodi de Sarah Bushman, qui est l'autrice qui m'a envoyé le livre, et de Morgan Stankiewicz, je ne sais pas, j'espère que je n'écorche pas son nom. Chine 2015, la Chine est un pays. Deux âmes perdues, un père et sa fille, se retrouvent après des années d'absence pour un décès. Oh non, celui de la mère, celui qui rouvre les plaies d'un passé que tous deux auraient préféré oublier. Un thriller asiatique sombre et cruel sur fond de secte livré par deux autrices amoureuses des ténèbres. C'est rien de le dire. Très bonne surprise, et j'ai rarement l'occasion de dire ça d'un livre de viewer. Pas agréable, mais c'est un fait. Souvent, vos lectures me laissent un peu froid et je me permets de vous donner des conseils. Là, j'ai zéro conseil à donner. Je suis entièrement en position de lecteur qui va vous parler d'un livre qu'il a beaucoup aimé. Voilà. Et ça, c'est un vrai plaisir. Je le recommande pas à tout le monde. C'est un livre extrêmement dur. La petite citation de début de roman, je sais pas comment ça s'appelle, vous voyez le petit mot qu'il y a au début, voilà. Alors il y a un signe chinois, il y a écrit en caractère latin à côté, Zaodi, prénom féminin chinois signifiant « apporte-nous un petit frère ». Aïe! Cette phrase-là, cette définition de dictionnaire presque, pique, elle pique fort. C'est la promesse du livre. Il va la tenir, jusqu'au bout il va la tenir. C'est trigger warning pour tous les trucs que vous pouvez imaginer, trigger warning de ça. Violence sur enfant, tentative de meurtre, viol, inceste, pédophilie, viol, pédophilie. Tout ce que vous pouvez imaginer de glauque, partez du principe qu'il y a ça dans le roman. Et vous serez pas loin. Et le truc génial, c'est que le roman s'inspire de trucs qui ont vraiment eu lieu. On vit dans un monde compliqué. Et donc oui, voilà. Et donc ça se passe en Chine. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle donc Zaodi. Ses parents voulaient un fils et ils ont eu une fille et ça leur a pas plu. Et à partir et ça... Je vais me permettre de, pour vous donner une idée du truc, je me permets de raconter juste le premier chapitre. C'est pas vraiment spoilé, et ça vous donne une idée du niveau de violence auquel il faut s'attendre. J'ai failli arrêter de lire le livre, j'ai vraiment continué le roman en mode, ça a intérêt à se calmer à partir de là, parce que sinon je peux pas continuer. Ça commence donc sur le père qui abandonne sa fille dans un marché et qui passe devant pour voir si quelqu'un la récupère, sauf que personne la récupère et qu'elle pleure, et du coup c'est décrit dans le détail. Et à un moment donné, un corbeau arrive sur le berceau et commence à la griffer et gobe son œil. Et à ce moment-là, le père se dit « Non, c'est trop, je vais la récupérer. » Donc là, moi, je me suis dit « Non, tu vois, je suis papa d'une petite fille de 3 mois, je peux pas lire ça. C'est trop, non, je peux pas. » Après, ça se calme niveau... Enfin, après ça se calme, non, après ça se calme pas. Mais c'est pas cette violence-là soutenue sur tout le roman. C'est toujours cette violence-là. Et ce qui est vraiment très très fort dans ce roman, c'est qu'elles arrivent à conjurer une atmosphère, conjurer un univers dans lequel l'espoir et la survie sont des choses négatives. Le désespoir est très prégnant, quoi. C'est une œuvre désespérée, qui raconte une réalité, donc voilà, c'est ce que c'est, et qui conjure cette réalité avec énormément de présence. Elle l'incarne, voilà, cette réalité-là. Cette réalité qui est que, peut-être que ce père de famille aurait sans doute dû laisser sa fille mourir parce que ce qu'elle a vécu est pire que la mort. Et effectivement, il y a une secte, la secte de la libération de la chair, je crois, qui est une secte qui prône le suicide. C'est pas un livre rigolo, si je dois le résumer de façon très succincte. C'est un livre qui vous promet de plonger dans la noirceur et qui y plonge. La tête la première, et qui reste plongé, et qui est d'une part, j'allais dire très bien écrit, si bien écrit dans le sens où il donne une promesse et il tient la promesse. C'est désespéré, voilà. C'est vraiment le mot du livre, c'est désespéré. Aucun espoir, aucune lumière, aucune lueur. Ça a été une lecture très éprouvante, mais on partait pour ça, quoi. C'est-à-dire, en l'ouvrant, je savais à quoi m'attendre, et j'ai eu ce à quoi je m'attendais.
C'est très dur à lire, mais c'est très efficace. C'est un thriller qui te fait te sentir mal. Et qui est d'une violence inouïe. Un peu dans un esprit old boy, pas seulement pour l'aspect asiatique, mais aussi pour l'aspect il est violent, et derrière il est encore plus violent, et la troisième couche est infiniment plus violente. Tu ne sors jamais de ce cycle de violence. Et l'espoir est un défaut. Voilà. Pari tenu, soutenu par la région Bretagne et par Métropole Rennes. Vous avez bien fait, parce que c'est un bon livre, c'est vraiment un bon livre, et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le dire directement à ces autrices. Vous avez géré, et vous avez d'énormes problèmes à régler, notamment avec votre père, je pense. Cela étant dit, parlons du livre suivant, de quelqu'un qui a souffert, à quelqu'un qui souffre tellement. Tentation de Stéphanie Meyer, qui nous raconte donc la suite, évidemment, de Fascination. Pour ceux qui ont raté mon avis sur Fascination, je l'ai lu il y a assez longtemps dans les coins lecture, et j'avais bien aimé. J'étais surpris d'avoir trouvé que le livre Twilight était franchement pas mal. C'est un avis qui n'a pas survécu à la lecture du deuxième tome. Tu ne me verras plus, je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, je ne m'en mêlerai plus. Ce sera comme si je n'avais jamais existé. Rejetée par celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Fascinée par un vampire, comment pourrait-elle retrouver le goût à la pâle existence humaine? Elle entend la voix d'Edward et éprouve l'illusion de sa présence. T'as essayé d'adopter un chien? Bonne blague. Comme s'il ne l'avait pas abandonné. Bella échappera-t-elle à cette obsession amoureuse qui la hante? À quel prix? Le deuxième tome de la saga de Stéphanie Meyer est devenu un phénomène international avec plus de 120 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Alors, nope, pour un certain nombre de raisons. D'une part, on se fait chier. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Edward et Bella sont ensemble, mais Edward se rend compte que c'est peut-être dangereux pour une humaine de vivre avec des vampires. Parce que le mec, il a 109 ans, mais il se rend compte de ça, il a besoin de quelques mois quand même pour se rendre compte que quand t'es humaine, vivre avec des vampires, peut-être c'est dangereux, même si les vampires en question sont des vampires qui ne boivent pas de sang humain, ils ont quand même une certaine appétence pour tout ce qui est manger des gens. Et Isabella, de son vrai nom complet, je sais pas pourquoi je suis parti sur son Bella. Parce que c'est juste Bella, s'il te plaît. Parce que c'est juste Bella, pardon, excuse-moi, je veux pas lui manquer de respect. Bella est un jambon pour ces vampires. Et donc, il la quitte. Il la quitte de la pire des façons. En fait, on peut même commencer, avant qu'il la quitte, ils ont des dialogues vraiment bizarres et nuls. Ce que j'ai dit à Camille, c'est ce livre aurait dû s'appeler Si tu mourirais, je mourirais. Parce que c'est vraiment le dialogue qu'ils ont au début, je refuse de te voir mourir, mais tu sais qu'un jour je vais mourir. Oui, mais si tu meurs, moi je meurs. Ah non, mais dis pas ça, parce que sinon je me suicide. Non, si tu te suicides, je me suicide. C'est quoi ça? C'est quoi cette relation de merde? Qui parle comme ça? Bref, d'entrée de jeu, je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre parce que là, ça ne m'accroche plus du tout. Et je me suis fait la réflexion, il y a un truc qui s'est passé depuis la lecture du premier Twilight. J'ai lu 50 nuances de Grey, qui est un livre qui a été inspiré par Twilight. Et des fois, je retrouve ce que... Il y a l'ombre, il y a le petit fumet de merde de Christian Grey qui s'insinue dans les effluves du livre. Et je me dis... Ouais, ça me gêne, ça me pose problème. Mais on est qu'au début, parce que jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va, c'est juste deux adolescents qui parlent de trucs, enfin deux adolescents et un adolescent de 109 ans, qui parlent de trucs un peu bizarres, mais bon, ok. Donc là-dessus, il la quitte, et il la quitte de façon vraiment nulle. Bella se sent pas assez bien pour Edward, et j'ai envie de dire, c'est normal. Ils expliquent dans le premier que Edward est un vampire, que les vampires sont génétiquement foutus pour être attirants aux yeux des humains, c'est-à-dire qu'ils sont au pic de ce qui attire les humains, parce que ce sont des prédateurs. Et Bella est une adolescente assez quelconque, donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait cohérent que Bella ne se sente pas assez bien pour Edward. C'est parfaitement logique. Sauf que ce trou de balle, il se sert de ça pour quitter Bella. Évidemment, nous on sait qu'il la quitte parce qu'il veut la protéger de son entourage de vampires, mais il lui dit pas ça. Il essaye pas de la convaincre avec des arguments raisonnés, parce que elle veut se faire transformer en vampire, mais lui, il lui dit « Je te quitte parce que je suis trop bien pour toi, t'es jamais qu'une humaine, ciao !» Et je me dis « Waouh, le connard ! Oh, le trou de balle !» Et ça, c'est quelque chose que j'arrive jamais à dépasser dans tout le roman. C'est-à-dire, je me dis, c'est pas une belle histoire d'amour. C'est un gars qui a utilisé la faiblesse de sa meuf pour faire semblant de la quitter. Il l'a manipulée pour son bien, je sais, je m'en bats les couilles. Il l'a manipulée pour lui faire du mal, quoi. Il lui a fait du mal en se justifiant, en se disant « Ouais, mais à terme, ça va lui faire du bien. » Et ça, c'est vraiment un comportement de merde, un comportement de prédateur. Et donc,
pendant que Edward disparaît de la vie de Bella et que Bella est recroquevillée en PLS dans sa chambre en train de pleurer et en train de nous décrire le vide béant qu'elle a au niveau de la poitrine, Jacob, qui est un ami de Bella, leur amitié est très bien décrite. Je crois vraiment en leur amitié, c'est-à-dire que au moment où Bella est au plus bas et a besoin d'humanité, si vous voulez, a besoin de quelqu'un, a besoin de quelque chose pour se raccrocher à la vie, parce que la pauvre, elle a été jetée par l'autre trou de connard là, Jacob, qui est plus jeune qu'elle et qui a 2 ans ou 3 ans de moins qu'elle, mais elle a 18 ans, donc voilà, il est jeune quoi, par rapport à elle. Jacob est un ami, se comporte en ami. Sauf que le problème, c'est que Jacob est amoureux d'elle, elle le sait, mais elle l'exploite parce que ce sont tous des gens horribles. Et là, on arrive au vrai problème que j'ai avec le livre, c'est que Bella se rend compte que quand elle est en danger, elle entend la voix d'Edward dans sa tête. Et elle estime que ça, c'est mieux que rien. Elle estime que ça, c'est bien, que ça, c'est un peu comme si Edward était là. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en danger pour entendre la voix d'Edward. Je cite le livre, la bonne recette d'une hallucination, c'est l'adrénaline, le danger et la stupidité. Et là, ça me pose vraiment un problème. Mais ça me pose d'autant plus problème que le livre avait une parfaite occasion de régler ça. Donc elle se met de plus en plus en danger pour entendre de plus en plus la voix d'Edward. Et ça culmine avec un moment où elle se met vraiment en danger, au point d'être en danger de mort, littéralement. Je vais pas trop décrire parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent découvrir ça. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, là, la bonne astuce, ça aurait été, au moment où elle est sur le point de mourir, c'est-à-dire au moment où elle est dans un état de danger extrême, là, elle n'entend pas la voix d'Edward, et là, elle se rend compte que être en vie, c'est avoir la possibilité de revoir d'Edward un jour. Mourir, c'est n'avoir aucune possibilité, parce que, évidemment. Et là, je me suis dit, là, ça aurait été un beau retournement de situation, c'est-à-dire que t'as l'impression de mourir, t'as l'impression que plus tu te mets en danger, plus t'es proche de lui, sauf que si tu te mets vraiment en danger, là, il t'échappe à jamais. Et là, tu es confronté à ta condition d'humaine, c'est-à-dire, lui ne mourra jamais, toi, tu peux mourir. Mais si tu meurs, tu ne le reverras plus. Et qu'il vaut mieux devenir vieille à ses côtés que ne plus jamais le revoir. Tu vois, un truc comme ça. Sauf que non! Sauf qu'au moment de mourir, elle se rend compte que elle entend très bien la voix d'Edward et que enfin, ça sera la fin de ses souffrances. Elle le voit même. Elle le voit, effectivement, non seulement elle l'entend, mais en plus elle le voit. Et là, je me dis, waouh. Là, t'es en train de me dire, si vous êtes suffisamment malheureux, le suicide, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et là, j'ai un vrai problème avec ça, parce que même si personne ne va l'appliquer à la lettre, bah c'est un message de merde, quoi. C'est vraiment un gros message de merde. Et en plus, je me répète, mais on se fait chier parce que Bella est méga chiante sans Edward. Et j'en veux pour preuve que, à la toute fin, quand ils se retrouvent les deux, quand Bella retrouve Edward, au passage, je comprends qu'il y a eu un débat Team Jacob et Team Edward, parce que elle est très amoureuse d'Edward, mais Jacob est là pour elle, et Jacob est très bienveillant. Le truc, c'est que la vraie réponse à ce débat débile de Team Jacob ou Team Edward, c'est que Edward est un connard, et Jacob, elle est pas amoureux de lui. Donc, Team Bella, Team reste célibataire en attendant de trouver mieux. Et donc oui, j'en veux pour preuve que quand ils se retrouvent à la toute fin, ça redevient intéressant. Il y a des vrais antagonistes, en la personne des Volturi, qui sont des personnages assez intéressants, assez fascinants. Et on retrouve Bella avec Edward. Et en fait, Bella, à la fin de ce livre-là, juste avant de retrouver Edward, se dit peut-être qu'une vie avec Jacob, ce serait pas si mal, parce que c'est un ami et il me veut du bien, et peut-être que je peux me contenter de ça, voilà. Et quand elle retrouve Edward, elle dit non, en fait, c'est lui, ça a toujours été lui. Voilà, go. Et donc, du coup, tu te dis, tout ce livre a pratiquement servi à rien, à part établir le personnage de Jacob, qui est donc un loup-garou, et qui, voilà. Et tout ça pour ça. Ce qui était une qualité dans Fascination devient un défaut dans Tentation. On est toujours dans la tête de Bella et on n'a qu'une envie, c'est de sortir de cette tête parce qu'elle est méga chiante. Il y a quand même deux personnages qui s'en sortent pas mal du tout. D'une part, il y a Charlie, le père de Bella, qui a la pire fille du monde, qui a la fille la plus chiante du monde, et qui arrive quand même à être hyper bienveillant, hyper présent, mais à sa place, c'est-à-dire qu'il la laisse respirer quand même, à l'écoute, ferme, mais et tu sens que lui a vraiment un arc compliqué où il voit sa fille en train de déconner, il sait pas ce qui se passe, mais il essaye d'être là et en même temps ça l'inquiète et vraiment il fait de son mieux. Et il y a le personnage d'Alice qui est la sœur d'Edward, qui est un personnage solaire dans tout ce bordel, qui elle est tout le temps positive et à côté de Bella c'est un bonheur et qui essaye de retrouver
ce qu'elle était quand elle était humaine parce qu'elle l'a oublié. Ça, c'est jamais raconté et c'est à se flinguer parce que ce serait très intéressant. D'autant que je préférerais avoir un livre entier avec Alice plutôt qu'un livre avec Bella. En fait, c'est ça le vrai problème de ce tome-là, c'est que Stephanie Meyer nous raconte l'histoire de 3 personnages dont on se fout. Je préférerais nettement être avec les Volturi, être avec Alice, être avec Charlie, plutôt qu'être avec Bella. Ou même être, franchement, même être avec Edward. Sauf que Edward, quand il retrouve Bella à la fin, il dit oui, je m'en sortais pas mieux que toi. Et du coup, moi, j'imagine, tu sais, j'imagine vraiment, mais Robert Pattinson, quoi, l'acteur qui joue Edward dans les films. J'imagine Pattinson en train de pleurer comme un gosse parce que Bella est pas là, genre pourquoi il y a Edward et du coup, ça devient très drôle. Bref, petite déception, tentation. Parce que j'avais vraiment bien aimé Fascination et qu'il n'est pas au niveau. Et c'est vraiment dommage. Ça m'empêchera pas de lire les suites, je pense. Voilà. Ça, c'était les livres de cette semaine. On se laisse sur la question de la semaine. Quelle œuvre a eu énormément de succès et avec les messages qu'elle véhicule, vous trouvez cela choquant, mais même sans être choquant, inquiétant, préoccupant, voilà. Quelle œuvre a eu beaucoup de succès malgré ces messages et vous, ça vous interpelle? N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un livre d'Agatha Christie et d'un livre de Stephen King, les 2 piliers de cette émission, parce que je me rends compte que je lis tout le temps des Agatha Christie et des Stephen King, parce que j'adore ce qu'ils font, donc voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour en parler, en l'occurrence, La nuit qui ne finit pas et Brume de Stephen King, qui a été adapté sous le titre The Mist. Il me semble pas qu'ils aient traduit le titre pour le public français. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine, et à la prochaine. Ciao.